Bienvenue dans le podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. Notre objectif, c'est de partager avec vous, d'accueillir des personnes inspirantes pour aborder des sujets liés à la santé et au bien-être. Je m'appelle Nathalie, je suis praticienne en Ayurveda, j'accompagne des femmes spirituelles qui veulent prendre soin de leur corps, de leur cœur, de leur mental et du monde qui les entoure. Et je suis Lorraine, praticienne en Ayurveda, spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes dans toutes les étapes de leur vie et de leur cycle. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée. Si vous avez envie de nous soutenir, laissez-nous un commentaire ou même 5 étoiles sur Apple Podcast. Aujourd'hui, nous recevons Laurent Montels, que nous avions déjà rencontré dans l'épisode 55 au sujet du Vastu Shastra, la science de l'habitat, et puis aussi dans l'épisode 66 où on avait parlé du parcours de Laurent autour de la méditation. Dans cet épisode, aujourd'hui, nous allons aborder plutôt les principes de la méditation et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Laurent et bienvenue de nouveau sur le podcast Ayurveda. Hey, bonjour Lorraine, bonjour Nat et merci de me réinviter sur votre chaîne. On est très contents de t'avoir. Exactement, en fait cet épisode c'est un peu suite à notre discussion lors de l'enregistrement du dernier épisode sur ton chemin avec la méditation, ton parcours un peu de vie aux côtés de la méditation. On n'avait pas eu le temps de tout aborder. Finalement, je ne sais pas si en 10 épisodes, on aurait le temps de tout aborder. Mais on voulait revenir un petit peu sur les principes, un peu, vraiment, c'est des grands concepts de la méditation, la possibilité de pratiquer, comment faire, etc. Pour peut-être donner des clés plus concrètes, ou en tout cas un cheminement encore plus concret vers la méditation aux personnes qui nous écoutent et qui souhaitent s'y mettre. Donc, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, si tu le souhaites. Mais avec plaisir. Alors, tout d'abord, est-ce qu'on peut parler de principes de méditation ? Est-ce qu'il y a des grands principes de méditation, Laurent ? Je pense qu'il faut déjà commencer par un petit peu définir méditation parce qu'en fait, les personnes peuvent avoir une idée assez vague sur le sujet ou des personnes qui pratiquent la méditation, ils disent voilà, je fais de la méditation, mais en fait, que font-ils ? Parce que quand on évoque méditation, en fait, ça recouvre plusieurs notions et je pense que c'est bien déjà de poser un cadre parce que méditation, est-ce que c'est méditation technique ? Est-ce que c'est des expériences de méditation ? Les gens se disent souvent j'ai fait une bonne méditation. Ça veut dire quoi, faire une bonne méditation ? Et puis, peut-être au-delà, si tu veux, quel est le but un peu de la méditation ? Puisque, yogiquement parlant, on évoque un état de méditation. Donc, qu'est-ce que c'est que l'état de méditation ? Voilà, donc en fait, on voit bien qu'il y a déjà 3 pistes, c'est-à-dire l'outil technique, les expériences qu'on peut faire pendant la pratique en utilisant l'outil, et puis peut-être une certaine finalité, qui est évidemment, je dirais, relative, qui est l'état de méditation. Alors, je ne sais pas, vous voulez qu'on démarre avec quelle piste ? Peut-être déjà en partir sur la définition, parce qu'au final, tu disais qu'il y avait... est-ce qu'il n'y a qu'une définition ? Non, il y en a plusieurs, puisqu'il y a plusieurs types de méditation, il y a plusieurs méditations, mais c'est quoi concrètement la méditation du coup ? Alors, je pense que de façon précise, il faudrait d'abord parler de l'état de méditation. Parce que les techniques, évidemment, il y en a de multiples et qui correspondent à des physiologies ou à des tempéraments différents. On est tous différents, donc on n'a pas besoin des mêmes outils, et c'est pour ça qu'il y en a une variété assez multiple. Mais par contre, tous les outils mènent à une certaine finalité qui est l'état de méditation. Alors, on va rester quelques instants sur ce sujet. Qu'est-ce que c'est en fait l'état de méditation ? Est-ce que c'est quelque chose de différent de ce qu'on vit au quotidien ? Dans notre conscience, je dirais classique, nous expérimentons au travers des sensations et de notre activité mentale, nos pensées.
c'est ce qui définit d'une certaine façon notre conscience. C'est le fameux « je pense donc je suis » de Descartes. Et effectivement, on peut considérer que la conscience, elle s'exerce essentiellement dans le champ mental des pensées et puis dans tout le monde des sens, puisqu'on a des informations qui nous arrivent, on interagit avec le monde par les sens et on a une appréhension, une conscience du monde au travers de ces sens. Donc ça, d'un point de vue yogique, on dit que ça c'est l'état de veille, mais nous pouvons expérimenter d'autres états, comme par exemple le sommeil profond. Alors dans le sommeil profond, qu'est-ce qui se passe? On a en fait shunté les organes sensoriels, on a fermé les yeux, bon, a priori on n'est pas tourné sur l'extérieur, et puis l'activité mentale est plutôt nominale. Je parle du sommeil profond, je ne parle pas de l'état de rêve qui est encore un état différent. Et on pourrait définir cet état de sommeil profond en fait par très peu d'activité au niveau cérébral et conscience quasiment zéro, puisqu'en fait on peut passer 1 heure, 3 heures, 5 heures, on n'a pas spécialement la notion du temps. Dans l'état de veille dans lequel on est maintenant, eh bien on a une activité mentale et puis on a une forme de conscience. Alors il y a encore un autre état qu'il faudrait définir, c'est l'état du rêve dans lequel on sent bien qu'il y a une activité, il y a une activité mentale assez intense. Par contre, la conscience est assez ténue. Bon, je sais qu'il y a des personnes qui peuvent se souvenir de leurs rêves, mais en général, c'est plutôt les rêves du matin, mais les rêves qu'on va faire en début de nuit, en général, on ne s'en souvient pas. Donc, nous définissons ainsi 3 états, le sommeil profond, le rêve et l'activité qu'on a quand on est éveillé. Eh bien, la méditation, en fait, serait un 4e état, différent des 3 premiers, dans lequel il y aurait aucune activité, mais une conscience parfaite. Alors, aucune activité, ça veut dire qu'on est capable d'avoir une présence intérieure intense, savoir qu'on existe, alors qu'il n'y a aucun objet d'observation. On peut être coupé des sens, on peut être dans aucune information mentale, aucune pensée, et pourtant réside une conscience. Ça, c'est l'état de méditation. Et on peut définir en fait un peu 2 caractéristiques, c'est-à-dire la méditation qu'on va appeler méditation passive, c'est-à-dire qu'elle va s'expérimenter de façon très ponctuelle dans le temps, quand justement on utilise des outils dits de méditation, ce qui nous permettent de plonger à l'intérieur et d'atteindre cet état, où c'est un petit peu comme un océan, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'en fait on est dans un calme absolu, il n'y a plus du tout d'activité mentale, c'est la paix du mental avec un P majuscule, mais il y a toujours une présence qui est installée, une présence très aiguë qu'on pourrait même dire à 360 degrés, tellement elle est intense. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la méditation active, c'est-à-dire que cet état, il commence à s'infuser et superposer les 3 autres. C'est-à-dire qu'il va y avoir en fait cette super conscience, on pourrait dire pleine conscience, ce qui va faire un petit clin d'œil à certaines techniques qui sont assez, je dirais, à la mode actuellement. Et cette pleine conscience, elle va s'exercer dans les 3 autres. C'est-à-dire que si on prend l'état d'inconscience du sommeil profond, eh bien, si cette super conscience s'est suffisamment infusée, eh bien, il y a une continuité de présence, de conscience dans le sommeil profond. On sait toujours qu'on existe. Ça, est-ce que c'est plus simple de passer d'abord par le passif pour aller à l'actif au niveau des 2 états que tu nous as c'est un passage obligé. D'accord. Tu peux pas basculer. Enfin, ça peut arriver dans certaines, dans certaines expériences. Enfin, quoique l'état de méditation n'est plus un état d'expérience, on va y revenir un petit peu après dans les modifications de conscience, justement quand on pratique les techniques.
on a transcendé en fait les expériences. C'est presque un état de non-expérience au sens sensoriel et mental. Il faut déjà avoir de la pratique en fait, oui, à s'habituer à méditer sans ses sens par exemple, vraiment essayer de rentrer en soi, et après on arrive à être dans des états plus de pleine conscience dans notre quotidien en fait. Complètement. C'est pas quelque chose qui s'improvise tout d'un coup parce qu'on a découvert le concept et on dit d'ailleurs si c'était ça, il suffirait de fermer les yeux et puis voilà, bon, hop, on plonge à l'intérieur et puis on vit l'état. Non, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, on peut se poser la question pourquoi ça n'arrive pas spontanément, puisque les sages nous disent c'est là, il n'y a rien à faire. Tout est là. En fait, la méditation, l'état de méditation, c'est pas quelque chose à acquérir, c'est plutôt une simplification de la personnalité qui laisse la transparence. Moi, j'aime bien prendre l'image en fait du soleil et des nuages. C'est-à-dire qu'en fait, si on considère que cet état de méditation, c'est en fait l'épanouissement et l'expression de l'être, et qu'on associe l'être au soleil, eh bien, quand il y a beaucoup de nuages, on ne voit pas le soleil. Et pourtant, il est toujours là. Il n'y a pas, si vous voulez, à faire naître le soleil. Vous voyez, il est là en permanence. Simplement, on n'a pas un accès. Et que représentent en fait nos nuages au niveau de la personnalité? C'est toutes nos tensions, nos stress, nos traumas qui forment en fait un voile, une couche qui nous empêche ce contact direct. Est-ce que ça veut dire que du coup cet état de méditation au final il serait inné quand on est enfant? On l'a, mais on le perd au fur et à mesure des années, des tensions, des obstacles, de notre vie effrénée. Alors que si on l'a déjà petit, on pourrait le cultiver si on avait peut-être l'éducation pour. Certainement que ça favoriserait, mais là, on va poser une question qui est quand même assez... vraiment une question existentielle, c'est-à-dire pourquoi faut-il aller dans l'ombre pour pouvoir retrouver la lumière, puisque c'est la source. Et c'est certainement en fait un passage initiatique pour évoluer au travers de la matière et d'une certaine obscurité. Là, je peux prendre encore une métaphore qui, moi, me parle beaucoup. C'est en fait, vous prenez une barre de fer quelconque, qui est rugueuse, qui est pas belle, voilà, et vous allez la mettre dans le feu. Et vous allez taper dessus avec une masse. Vous allez, quand elle est en fusion, vous allez la plonger dans l'eau froide. Vous imaginez, en fait, le stress que ça peut représenter. En fait, l'être humain, dans ma conception, dans mon expérience, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il va à l'épreuve du feu, il prend des coups dans la vie, il est de temps en temps, il prend la douche froide, et puis, en fait, tout ça, on arrive à quoi? Sur la barre de métal, on finit par faire une épée effilée qui a des propriétés, pourtant c'est toujours le métal. Mais par les épreuves, en fait, on a réussi à en faire un outil magnifique. Eh bien, l'être humain, au travers de ses expériences, c'est un apprentissage et il devient magnifique. C'est une belle image. C'est une belle image. Et tu sais, Lorraine parlait juste à l'instant de est-ce que le fait que la vie nous donne des épreuves comme ça, c'est quelque chose qui rend difficile la méditation? Et il y a très souvent un obstacle dans ce dont tu parlais tout à l'heure, le retrait des sens. C'est que notre monde moderne nous sollicite beaucoup tous nos sens, le visuel, l'auditif, etc. Et alors que dans la méditation, on a besoin de retourner ses sens vers l'intérieur. C'est un obstacle qu'on rencontre très souvent en méditation. Oui, alors j'ai pas tout à fait fini en fait avec la question de Lorraine qui parlait des enfants. Non, mais t'excuses pas, Nat. Vas-y. Je vais répondre aussi à ta question, mais là j'ai quelque chose qui me revient parce qu'effectivement les enfants sont beaucoup plus près de la source en fait au départ et justement. Et là, Nat, on va arriver à ta question, c'est-à-dire que l'éducation et la société ont tendance effectivement à nous extravertir, c'est-à-dire en fait à nous amener en fait dans ce consumérisme qui en fait nous
nous éloigne de notre centre. Et si on veut trouver un équilibre, eh bien, il est à mi-chemin entre les deux. C'est-à-dire qu'on est dans un monde matériel, et il ne s'agit pas de s'en extraire pour ne vivre qu'à l'intérieur, mais en même temps, l'extérieur serait là, en fait, pour nous donner des propositions d'apprentissage. Et donc, l'extérieur, il est utile, mais si on n'est que dans le monde extérieur et qu'on n'alimente pas, si vous voulez, justement ce contact avec l'être, eh bien, à un moment, on se perd, on est comme le petit bouchon au-dessus de l'océan et on n'a pas de direction. Oui. Donc, les enfants, pour la plupart, hein, si effectivement on leur donnait, je dirais, la bonne nourriture spirituelle, eh bien, ils s'épanouiraient, ils développeraient des tas de potentialités qui s'éteignent en fait par justement ce consumérisme effréné, ces plaisirs au travers de la consommation, qui au final ne l'épanouissent pas, n'en font pas un être heureux. Un ange passe. Toujours, il y a toujours des anges sur le podcast. C'est magique, c'est super. Alors du coup, on perd un petit peu, par rapport à ce que tu viens de dire, on perd un petit peu cette capacité à être dans l'état de méditation. Et après, on fait plein de choses sur Internet, on prend des cours de méditation, on achète des programmes pour apprendre à méditer, on achète des livres, etc. Pourquoi on fait tout ça? C'est quoi le but? Qu'est-ce qu'on recherche? Eh bien, je pense qu'il y a profondément une insatisfaction, de toute façon, quand justement on s'excentre. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on va chercher. Alors, pendant longtemps, en fait, on cherche des solutions. Des solutions dans le sens où on voudrait bien trouver, je dirais un petit peu le remède miracle, la pilule, vous voyez, qui va nous permettre en fait de dissoudre un petit peu nos tensions intérieures et nous amener le bliss. Et c'est pas quand même tout à fait comme ça que ça fonctionne, parce que les outils, et moi au début de mon parcours yogique, j'ai utilisé les outils comme ça en me disant, si je pratique la méditation, de toute façon, je vais résoudre tous mes problèmes. Alors, la méditation, elle a cet effet intéressant et important, c'est de créer des conditions initiales d'apprentissage intérieur. C'est-à-dire, elle permet un petit peu de calmer le mental et donc de commencer à se désidentifier un petit peu de tout ce qui nous arrive dans la tête. Et ça, c'est la condition nominale pour commencer à faire un cheminement intérieur. Mais la méditation ne va pas nous extraire, en fait, si vous voulez, des difficultés qu'il y a sur le parcours, sur le chemin. Et au fur et à mesure qu'on va s'intérioriser, eh bien, on va découvrir peut-être parfois des choses qui nous plaisent pas. Je vais prendre encore une image, parce que souvent, c'est comme ça en fait qu'on peut saisir un petit peu les concepts. Vous prenez le balancier d'une horloge. Ces grandes horloges comtoises, vous savez, que nos grands-mères avaient, avec ce gros balancier qui va d'un côté et de l'autre. Eh bien, quand on démarre la méditation, on a envie, si vous voulez, de prendre le balancier et de le faire aller dans la lumière. On veut la lumière. On veut l'illumination, on veut le bliss, on veut être bien, ce qui est tout à fait légitime. Mais la connaissance de soi, c'est quoi? C'est peut-être découvrir la lumière qui est en nous, mais aussi peut-être ne pas chanter l'obscurité qui s'est installée. Et en fait, pour aller dans la lumière, il faut que le balancier ait une certaine inertie. Et l'inertie, c'est la capacité aussi à aller dans l'ombre. Et plus on va avoir la capacité à aller dans l'ombre, et plus on aura l'inertie suffisante pour aller dans la lumière. En fait, quelque part, c'est la même chose. Évidemment, c'est plus plaisant d'aller du côté lumineux que du côté obscur. Mais la connaissance de soi, si on n'est pas capable d'aller justement déterrer un petit peu les dossiers sensibles, le chemin vers la lumière sera aussi limité. Et voilà. En fait, c'est souvent
au départ, on veut résoudre des problèmes, c'est bien, c'est légitime, il n'y a aucune, je dirais, mauvaise indication pour aller dans la méditation. Il y en a qui veulent tout simplement arrêter de fumer ou le médecin leur a dit « Oh, vous êtes trop stressé ». Bon, si c'est un médecin un petit peu éclairé qui vous met pas sous anxiolytique et qui vous dit « Faites de la méditation », bah super. Voilà, c'est très bien. Et on va chercher en fait une solution. Mais cette solution, il faut savoir qu'elle va être juste là pour poser les conditions optimales pour un apprentissage intérieur. Et il va falloir quand même à un moment retrousser ses manches et aller vers le côté, je dirais, un peu compliqué de notre personnalité, si on veut si on veut l'épanouir. Oui, parce que ce sont les expériences qu'on fait dans notre vie, les expériences pas forcément qu'on ressent comme étant des expériences positives, mais du coup qui nous font avancer et qui nous permettent d'aller chercher encore plus loin dans notre personnalité, d'aller vraiment creuser, quoi. La plupart du temps, d'ailleurs, on les considère comme négatives dans l'instant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire quand on a la tête dedans, effectivement, c'est pas drôle, c'est pas plaisant, il y a des grincements de dents, et puis c'est normal. Et en fait, quand on regarde un petit peu plus loin, souvent on se dit, mais en fait, c'était négatif, enfin, c'était difficile à vivre. Mais en fait, j'ai évolué, j'ai pu rebondir, et de par cette expérience, je suis plus grand, je suis plus fort. J'ai découvert des capacités en moi-même. Et au final, on pourrait se dire, en fait, non, c'était pas négatif, c'était positif. Comment on fait quand, par rapport à tout ce que tu viens de dire, on se met dans l'état de méditation, on va voir notre côté obscur et là on se rend compte de pas mal de choses en fait. On se rend compte, je sais pas, qu'on a un traumatisme de peur de l'abandon, qu'on est une personne stressée, anxieuse, dépressive, nostalgique, enfin bon, tout ça cumulé par exemple. Je le souhaite à personne, mais ça peut arriver. Voilà, on se rend compte de tout ça, on a gratté, on se retrouve face à notre part d'obscurité, on fait quoi du coup? Alors, déjà, pour aller dans l'état de méditation comme ça, spontanément, c'est-à-dire on ferme les yeux, on va dans l'état de méditation, c'est en général qu'on a fait déjà le chemin, si vous voulez, le préalable, c'est-à-dire de nettoyer ce dont tu as parlé juste après. C'est souvent une conséquence, en fait, justement, d'un nettoyage. Des exercices pour arriver à l'état de méditation, en fait. Alors, en fait, il y a une certaine séquence, on va dire. Déjà, si vous voulez, pour résoudre un problème, il faut être à même de poser les hypothèses. Quand j'étais au collège, qu'on faisait des maths, mon prof nous disait toujours, si vous avez bien compris les hypothèses, vous avez des chances de résoudre le problème. Si vous comprenez pas les hypothèses, si vous n'avez pas conscience des hypothèses, c'est compliqué. Au niveau psychologique, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire, il va déjà falloir faire un état des lieux. Mais l'état des lieux, il n'est pas si facile que ça à faire, parce que on a des jugements, commencer à se voir, je sais pas, jaloux, colérique, c'est pas spécialement plaisant. Donc déjà, si on s'accepte pas comme on est, c'est compliqué. Ça va être la première étape, c'est déjà l'état, ce que j'appelle l'état des lieux, c'est-à-dire le constat, et une vraie acceptation. C'est-à-dire, et non pas trouver des justifications. Oui, je suis en colère parce que, vous voyez, celui-là, c'est un vrai couillon, il m'a agressé. Enfin, si, c'est ça. Peut-être qu'effectivement, il y a eu une agression, mais là, il faut être capable de distinguer, en fait, ce qui est, je dirais, peut-être juste, et de ce qui résonne en soi sur des problématiques personnelles, parce que parfois il y a un gros décalage, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui est peut-être pas tout à fait normale, mais qui pourrait être relativement bénigne, et puis en fait on va surjouer, on va vraiment, comme on dit, monter dans les tours, parce qu'en fait ça vient en résonance avec quelque chose d'intérieur. Donc là, ça veut dire que j'ai une prise de conscience à faire. Il faut que je fasse un état des lieux. Il faut que je me demande, mais pourquoi je me mets dans cet état comme ça par rapport à cette situation? Est-ce qu'on peut le faire seul, l'état des lieux, tu penses? Ou c'est mieux de le faire accompagner? Alors là, ça dépend des individus. Je pense que quand le mental est vraiment en vrac,
c'est pas mal au départ d'être avec un psychothérapeute, quelqu'un qui accompagne et qui a, je dirais, quand même suffisamment de clairvoyance, hein, parce que bon, c'est comme dans toute profession, il y a des gens quand même plus ou moins doués, mais parlons d'un psychothérapeute qui a fait vraiment un travail intérieur sérieux et qui va être à même de débrouiller un petit peu les choses, parce que sinon c'est compliqué. C'est pas un passage obligé, hein. Je ne dis pas que toutes les personnes doivent passer par là, mais en ce qui me concerne, ben, j'ai dû en parler un petit peu dans l'épisode précédent. J'ai fait un détour un moment avec le gendre d'Arnaud Desjardins, Christophe Massin, et ça m'a permis quand même de démêler certaines choses qui étaient compliquées, sur lesquelles je butais, et j'avais besoin, en fait, je pense, d'un regard extérieur pour un petit peu me guider, éviter de m'échapper, oui, à certains moments. Donc ça peut être très très intéressant. Ceci étant, il faut quand même un jour un ou l'autre qu'on vous lâche la main et aller vers l'autonomie. C'est important. On peut pas toujours demander d'être tenu comme ça. C'est une étape, mais c'est pas la finalité. Et puis quand il y a déjà cet état des lieux qui se fait, ce constat, eh bien, il commence, si vous voulez, à y avoir ce qu'on appelle un mouvement centripète, c'est-à-dire qu'on va commencer à se rapprocher, en fait, de ce qu'on appelle en yoga les samskaras, c'est-à-dire, en fait, c'est la racine des karmas, c'est ce qui est à l'origine de nos traumas. Simplement, en fait, on va tourner un petit peu autour, et plus on va avoir cette capacité à rester tranquille et ne pas s'identifier à la peur qui peut monter ou à l'émotion qui vous emporte, eh bien, petit à petit, on va se centrer jusqu'à atteindre le point d'union avec la source de notre traumatisme. Et à ce moment-là, on va effectivement dégager l'énergie qui était bloquée à l'intérieur et va s'exercer, alors non plus un cercle vicieux, mais un cercle vertueux qui va faire qu'on va atteindre un certain degré de liberté par rapport à notre tension, notre trauma initial. Donc ça, c'était la première étape, c'est-à-dire faire un état des lieux. Oui, un état des lieux et puis voir aussi les jugements qui vont apparaître. Il y a plein de choses, hein. La culpabilité aussi qui peut se superposer à l'état des lieux parce que on voit des choses, justement, si on les a mis de côté, c'est qu'on se supporte pas, hein, en général, ou on n'a pas la capacité à faire face à l'intensité de la tension. Souvent, les enfants, d'ailleurs, sont confrontés à des situations stressantes et ils n'ont pas cette capacité, si vous voulez, à avoir une réponse correcte face à la situation. Donc, en fait, ils vont la subir, ils vont l'engrammer, l'engranger, et puis, bien, à un moment, il faudra que ça ressorte. Donc, ça, c'est tout notre challenge de vie. Et la vie, elle est bien faite, hein, parce qu'elle va forcément, à plein de moments, appuyer sur les petits boutons sensibles, si vous voulez, pour nous donner des opportunités d'apprentissage. Mais du coup, là, tu disais, on fait un état des lieux, on se rend compte de certaines choses, on atteint ce trait d'union, en fait, avec nos traumas ou avec certains traits obscurs de notre personnalité. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Ça disparaît? Ou on vit avec? Ou est-ce que c'est là qu'on atteint enfin un état de méditation et où on est en accord avec qui on est et on peut s'occuper d'autres choses, aller vers d'autres sphères de notre personnalité? Alors, là, il y a plusieurs questions. La première, c'est est-ce que ça va disparaître? De mon expérience, non. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme une cicatrice quand vous avez une blessure sur la peau. Soit ça cicatrise mal, ça cicatrise pas, ça fait toujours mal. Eh bien, ça, c'est notre état habituel. C'est-à-dire que c'est là en toile de fond et ça pollue sans arrêt, en fait, notre vue du présent. Parce qu'il faut bien voir que tous ces traumas-là viennent superposer notre perception du présent et apportent une distorsion. C'est-à-dire, on ne rencontre pas, en fait, le présent. Il y a toujours un voile. Quand on a fait ce cheminement intérieur et libéré l'énergie bloquée profonde, eh bien, ça veut dire que la cicatrice, elle est
elle est terminée, c'est-à-dire que c'est une bonne cicatrice. Elle ne fait plus mal. On peut même l'oublier d'une certaine façon, mais il y a toujours une marque dans le corps. Eh bien, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a une marque. On se retrouve, mettons qu'on a été abandonné petit et qu'on a un énorme stress lié à l'abandon. Eh bien, quand on va être dans une situation, alors après avoir fait tout ce cheminement pour libérer l'énergie et dont je parlais juste avant, eh bien, si on est à nouveau confronté dans une situation, par exemple de voir un enfant abandonné et tout ça, ça va faire écho, bien sûr, chez nous. C'est pas pour autant qu'on n'aura plus d'émotions, mais on va le vivre totalement différemment. C'est-à-dire qu'on ne sera plus la victime de notre émotion, on sera à même de la regarder et puis ça passera comme une petite vague qui monte et puis qui repart. Ça me rappelle une petite histoire. J'avais posé la question, une question un petit peu téméraire quand même. C'était en 1997, j'étais à l'ashram de Swami Satyananda en Inde, donc c'était pas avec Swami Satyananda mais son successeur, Swami Niranjan. Et on avait un petit satsang privé avec une dizaine de personnes. Et à un moment, je pose la question à Swamiji, parce que j'étais en plein là-dedans, en fait, en plein dans ce cheminement de plonger dans les émotions, et puis que c'était compliqué, que c'était difficile, parce que c'était la période où j'étais avec Christophe Massin et que je mijotais justement dans mes dossiers obscurs et profonds, et que c'était quand même pas facile comme période. Et donc, je lui pose cette question, j'ai dit, mais Swamiji, quelqu'un qui est réalisé, c'est-à-dire qui vit dans cet état de méditation en permanence, est-ce qu'il a encore des émotions ? Et là, il y a eu un grand éclat de rire. Il a dit, mais bien sûr qu'il y a des émotions, on reste humain. Simplement, la différence qu'il peut y avoir, c'est que quand on est justement dans cet état intérieur d'océan tranquille, s'il y a une émotion qui vient, c'est comme une petite vague. C'est-à-dire, on la voit arriver et elle monte. On peut même l'exprimer, on peut même pleurer, mais ça redescend et il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace. Alors que quand on est, je dirais, qu'on morfond dans nos états, si vous voulez, eh bien, parfois, on peut rester dans la tristesse pendant des jours et des jours. On mijote dedans. Ça, d'ailleurs, les personnes qui démarrent la méditation, très vite, c'est un témoignage qui est merveilleux. Ils nous disent, oh, mais avant, je pouvais, quand il y a une colère, je pouvais mijoter dedans pendant des heures et des heures, voire même des jours. Et maintenant, si je vis quelque chose, c'est quelques minutes, peut-être une heure, puis après, ça passe. Regardez les enfants, ils peuvent passer d'un état à l'autre. Des fois, ils sont dans une extrême détresse, ils pleurent, et on a l'impression que c'est la fin du monde. Et puis, en fait, 10 minutes après, ils jouent, ils rigolent. Et ils ont cette fluidité, cette capacité à passer d'un état à l'autre qu'on perd à l'âge adulte et qu'on retrouve au travers de la méditation. Quand on pratique, effectivement, petit à petit, au fur et à mesure qu'on se reconnecte à l'être, on a cette fluidité intérieure qui arrive et on vit différemment. C'est un sacré chemin à faire. Comment le faire concrètement aujourd'hui? Là, les personnes qui vont nous écouter, qui savent qu'elles ont des traumas, qu'elles ont toute cette part obscure à travailler, à faire cet état des lieux pour ensuite espérer atteindre l'état de méditation. Comment elles peuvent faire? Eh bien, c'est de se mettre en route et justement, on peut aborder le sujet des techniques de méditation. Et là, il y a plein d'outils. Donc, moi, je conseille toujours au départ, pourquoi pas faire un petit peu papillon, c'est-à-dire aller voir un petit peu à droite, à gauche, différentes choses. Et quand il y a quelque chose qui vous branche ou un enseignement un enseignant qui vous inspire, eh bien, allez-y, posez vos valises. Mais vraiment, posez vos valises. C'est-à-dire, c'est pas je fais 6 mois et puis non, c'est pas tout à fait ça. Ça commence à serrer un petit peu à l'intérieur parce que justement, c'est parce que ça fonctionne. Et là, la tentation est grande de dire ah ben non, en fait, celui-là il convient pas ou la technique elle est pas si efficace que ça. Je commence à me sentir stressé. Non. Restez, mijotez. Et puis, ça, c'est une des qualités du yogi, c'est la ténacité. Si on doit avoir une qualité, c'est pas de chercher à bien faire. Au contraire, le mental, il faut plutôt débrancher, il faut se laisser porter, il faut être plutôt dans l'innocence.
Et si on cherche à bien faire, eh bien, se regarder bien faire, hein, et pourquoi? Pourquoi toujours on veut être bien faire? Pourquoi on veut être toujours le premier de la classe? Pourquoi? Ça, c'est intéressant. C'est au travers aussi de nos expériences et de nos états mentaux, on apprend énormément, en fait, sur nos fonctionnements. Mais quand vous avez trouvé un endroit dans lequel, au départ, vous vous sentez bien, vous êtes en affinité avec la technique, vous sentez que ça fait quelque chose à l'intérieur, eh bien, persistez. Et tous les maîtres en yoga que j'ai rencontrés sont à peu près unanimes pour dire qu'une pratique sérieuse, elle se fait, allez, on va dire au quotidien, pratiquement au quotidien, et à peu près une demi-heure par jour. C'est le minimum syndical. Je sais qu'il y a des livres qui traînent de personnes qui sont plutôt en première ligne sur le sujet et qui vous disent, voilà, vous faites 3 minutes et ça va changer votre vie. Moi, si demain, je vous dis, en tant qu'en professeur de musique, vous faites 2-3 minutes de piano et vous allez devenir un virtuose, je sais pas, ça me paraît pas vraiment crédible. Il vaut mieux 3 minutes que pas du tout, en revanche. Ouais, c'est vrai, je dis pas que ça sert à rien, hein, mais la question, c'est vraiment la découverte de soi, c'est-à-dire vraiment aller sérieusement à l'intérieur. Et donc là, il faut pratiquer. Et d'ailleurs, ça devrait être normalement dans l'éducation. Alors évidemment, ça n'a pas été proposé la plupart du temps par les parents, puis encore moins par l'école et tout le cursus de formation qu'on peut avoir, collège, lycée et fac. Mais ça ne nous viendrait pas à l'idée d'arrêter de prendre les douches, de se laver, de brosser les dents. Hein. Au bout d'un moment, ça va quand même être un peu désagréable pour notre entourage, hein, voire peut-être pour nous-mêmes. Eh bien, pourquoi pas faire cette toilette intérieure, cette douche intérieure? C'est la méditation. Et quand c'est fait au quotidien, eh ben, ça fait son petit boulot, ça fait son chemin, ça nettoie, et vraiment, il se passe quelque chose. Donc, ceux qui m'écoutent et qui seraient tentés, eh bien, allez, faites quelque chose. Démarrez et donnez-vous un peu de temps. C'est-à-dire que, voilà, je démarre quelque chose, je le fais, et je le fais pas pour une semaine. Je le fais sérieusement et je me donne, si ça vous aide, donnez-vous 6 mois, 1 an, et vous faites un bilan. Là, au moins, vous pouvez raisonnablement dire quelque chose après un laps de temps quand même assez long. Donc, au moins quelques mois. Si vous avez l'impression que ça ne change rien du tout, peut-être qu'effectivement, vous n'avez pas l'outil qui vous convient, ou peut-être vous n'êtes pas à votre place. Ce qui m'étonnerait, la vie en général, elle apporte, hein, comme on dit, quand le disciple est prêt, le maître arrive. Et c'est très, très vrai. Donc, si vous êtes sincère au fond de vous, il y a des informations qui vont arriver. Soyez attentifs aux signes. La vie donne des signes. Et à ce moment-là, allez-y. Soyez pas timorés. Allez-y, prenez un peu de risque. Et puis, ayez cette constance. Et à ce moment-là, faites un bilan au bout d'une année. Et voyez. En général, hein, c'est gagné. Hein, quand les gens font de la méditation et qui passent le cap, je dirais, de 3-4 mois, ça s'est institutionnalisé dans leur vie. Et ils disent, ah non, mais ce truc-là, ça me fait trop de bien. Je me sens bien, je suis beaucoup plus détendu, même mon entourage me le dit. Mais qu'est-ce que tu as fait là? Il y a un truc, tu as changé ta coiffure, t'as changé. Non, j'ai fait de la méditation. Ah écoute, c'est super. Est-ce que tu recommandes avec quel genre d'outils tu recommandes de commencer la méditation? Est-ce qu'on commence avec une application? Est-ce qu'on commence tout seul? Qu'est-ce que tu recommandes par rapport à ça? Moi, je pense qu'il faut quand même, rien ne remplace le contact. C'est-à-dire qu'on peut démarrer évidemment avec des outils. Moi, d'ailleurs, j'en ai mis en ligne sur notre chaîne 130 Jali. C'est gratuit, c'est en ligne. Peut-être on mettra un lien
si les gens veulent voir. Et ça peut aider. Moi-même, d'ailleurs, quand j'avais 15 ans, pendant 2 ans, j'ai commencé, alors il n'y avait pas Internet évidemment à cette époque-là, mais j'ai commencé au travers des livres, et puis voilà, j'ai fait des techniques un peu en solo dans mon coin, mais au bout d'un moment, je me suis aperçu quand même que c'est compliqué. C'est un peu comme si, je reprends l'image de l'apprentissage de la musique, bah, si vous faites comme ça en freelance, bon, ok, vous allez progresser. Si vous avez un bon enseignant à côté, ça va beaucoup plus vite. Et puis aussi, parfois, il peut y avoir des petits pièges, des voies de garage, vous voyez. Et puis, l'enseignant, il va vous taper sur l'épaule et puis vous dire bon, là, reviens un petit peu, là, reviens sur terre. Tu vois, et donc, je conseille, moi, d'aller voir plutôt un enseignant. Alors, si vous êtes dans un tempérament un petit peu nonchalant, un peu indolent, je dirais un peu tamasique, ou plutôt dans une énergie kapha, pour faire un petit clin d'œil à nos amis de l'Ayurveda, eh bien, les postures, c'est pas mal. Notamment, vous voyez, par exemple, Surya Namaskar, c'est une pratique assez classique, que pratiquement tous les enseignants de yoga connaissent, qui est assez dynamique et qui permet de travailler sur le corps et réveiller les énergies. Après, quand vous êtes dans des tempéraments plutôt, je dirais, vata-pitta, enfin, vous voyez que ça pousse et que vous êtes un petit peu hyperactif, bien, il faut plutôt prendre, si ce sont des postures, alors c'est plutôt des postures douces, tranquilles. Yoga Nidra, par exemple, est une super technique pour les gens qui sont justement un petit peu en hypertension. Après, on peut aller sur des techniques comme la pleine conscience, Vipassana, enfin ces techniques donc bouddhistes qui sont intéressantes. À mon sens, elles conviennent à peu près qu'à un quart, un tiers des tempéraments occidentaux. Mais ça, bon, ça n'engage que moi. Je veux pas. C'est de ce que j'ai pu voir au travers des gens qui sont venus dans mon groupe de méditation et qui ont fait pas mal de techniques comme Vipassana, qui est une super technique. C'est pas discrédit sur la technique, mais après il y a des outils qui peuvent être plus adaptés en fonction un petit peu des tempéraments sociétaux. Vous voyez, les techniques comme Kundalini Yoga sont très bien, le Kriya Yoga, et puis moi, je crois qu'il faut aller voir un petit peu ce qui est disponible. Ça, c'est l'avantage aujourd'hui. Même au travers d'Internet, on peut découvrir certaines techniques. Je parlais du Yoga Nidra. Nous, on en a mis en ligne sur notre chaîne 130 Jali, mais il y a aussi d'autres chaînes qui le proposent. Alors attention, si vous avez un fond musical, c'est plus Yoga Nidra. Je sais que de temps en temps, on a tendance un peu à édulcorer pour mettre la petite musique New Age derrière. Non, la méditation, ça peut être guidé effectivement avec une voix, mais si en plus il y a des informations sonores, bien sûr ça va relaxer, mais enfin du moins je suis pas dans cette voie-là. Ça me paraît être quelque part un petit peu une erreur, même si ça fait du bien. Mais à ce moment-là, parlons de relaxation alpha, de différentes choses. Mais la méditation, c'est quand même assez sobre, c'est assez dépouillé. Est-ce qu'on peut écouter la même tous les jours pour pratiquer tous les jours sur la même pour que ça soit ancré quelque part, ou il vaut mieux changer? Moi je conseille plutôt l'aspect de la routine. C'est pas un gros mot, même si on a toujours envie, évidemment, mais ça c'est le côté mental qui a envie de la nouveauté. Il faut être nouveau pour être captivé, mais ça c'est plutôt la consommation. Et quand on fait des techniques au quotidien et puis que c'est la même technique, eh bien il y a un aspect effectivement de routine qui s'installe. Parfois on expérimente l'ennui, c'est très intéressant. Et puis, de temps en temps, il y a la surprise, parce que à travers l'ennui, parfois, il y a le lâcher prise aussi du mental. Et quand ça lâche, eh bien, il y a des découvertes qui se font. Et puis, une technique, faut pas croire que quelqu'un qui a fait 10 ans de piano, il va s'abstraindre de faire des gammes, vous voyez, ou des exercices un peu techniques. Eh bien, là, c'est la même chose. Donc, ça
me paraît très, très utile d'être dans quelque chose de suivi. Et puis, l'avantage de travailler aussi, d'être en relation avec un enseignant, c'est qu'à un moment, il va vous dire, bon, écoute, là, cette technique-là, je pense que c'est bien, tu vois. Peut-être tu devrais utiliser cet outil-là maintenant. Parce que lui, il a une sensibilité qui fait qu'il ressent. Il peut sentir vos énergies, vos vibrations, et à ce moment-là, vous dire, ben, ce serait peut-être pas mal que tu t'orientes plutôt vers cet outil-là. On a besoin d'évoluer dans notre pratique aussi, oui. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui pensent qu'ils ne savent pas méditer? Tu sais, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent: ah non, mais moi la méditation c'est pas pour moi, je sais pas méditer, je n'y arrive pas. Alors je dirais, vous êtes les meilleurs candidats pour méditer, parce que si vous y arriviez, si vous fermez les yeux, que vous allez dans l'état de méditation, ben ça y est, vous y êtes. C'est justement parce que c'est le bordel dans votre mental que quand vous fermez les yeux, vous avez l'impression que ça part dans tous les sens, et que vous n'y arrivez pas. Et ben la méditation est faite pour vous. Alors, évidemment, là, il faut peut-être trouver les outils, parce que si vous faites justement un outil un petit peu d'observation du mental, ça va être compliqué pour ce genre de personnes où ça part dans tous les sens, où vous voyez, c'est très, très fouillis à l'intérieur. Eh bien là, je dirais, faites du Kriya Yoga, par exemple. Alors, Kriya Yoga, alors Kundalini Yoga, attention, le Kundalini, il y a des versions maintenant plus modernes qui se rapprochent un petit peu des postures, du Hatha Yoga. Et puis, il y a d'autres formes de Kundalini Yoga comme, c'est plus près du Kriya Yoga. Excusez-moi pour les termes un peu techniques, vous chercherez sur Internet. Dans ces techniques-là, on fait circuler l'énergie entre, par exemple, le coccyx et puis le point frontal. Je vais pas trop donner de termes techniques, mais vous voyez, c'est-à-dire on occupe énormément le mental avec des circulations. On doit faire attention à la respiration, à ci et ça, et du coup, ça canalise complètement le mental. Et puis au bout d'un moment, eh bien, il se calme parce qu'il est canalisé. Alors que quand la technique est beaucoup plus informelle, que l'outil est beaucoup plus éthéré, c'est compliqué. Et souvent, les gens disent, non, j'y arrive pas du tout. Voilà. Alors, effectivement, il peut y avoir un découragement. Mais je dirais, si vous avez le mental en vrac, que vous avez l'impression qu'effectivement, vous fermez les yeux, vous êtes incapable d'aller vers cet état d'océan intérieur tranquille, eh bien, vous êtes le meilleur candidat pour pratiquer et trouver l'outil qui vous convient et ça fonctionnera. Mais vous découragez pas d'emblée. Super message, je pense que ça parlera à beaucoup. Merci Laurent pour tous ces éléments. Je pense qu'on arrive un peu à la fin de cet épisode sur les principes, les techniques aussi que nous avons abordées. Juste, si je peux me permettre, mais très rapidement, parce que je vois que le compteur, effectivement, on est déjà dans le format. C'est les expériences de méditation. En fait, c'est quand on prend l'outil et qu'on se déplace vers l'état de méditation, eh bien, il y a toutes sortes d'expériences. Et quand on dit j'ai fait une bonne méditation, c'est qu'on a eu une expérience plutôt lumineuse. Alors ça, on appelle ça les modifications de conscience, ou les on parle aussi d'état modifié de conscience. Eh bien, c'est toutes ces expériences qui peuvent apparaître sur ce chemin qui nous conduit à l'état de méditation. C'est pas l'état de méditation, ce sont des expériences, mais qui jalonnent ce chemin. Voilà, donc on a l'outil, on a les expériences et on a l'état. Voilà, je conclurai sur ça. Merci pour la conclusion, alors. On te retrouve très, très vite sur un prochain épisode où on va parler plus des bienfaits sur la santé, des bienfaits de la méditation sur la santé. Donc, merci pour tout et à très vite, Laurent. Merci à vous, Laurent. Et à bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si, comme nous, vous aimez cette idée de podcast sur l'Ayurveda, n'hésitez pas à nous encourager avec une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute de podcast et bien sûr, en vous abonnant au podcast. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.podcast-ayurveda.com ou sur notre page Facebook Podcast Ayurveda par Nat et Lorraine. À très bientôt!